à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler tarot. On va parler d'un tarot très connu, très célèbre, et qui a la particularité d'être le tarot le plus ancien qu'on ait conservé à ce jour. Donc ça ne veut pas dire que c'est le premier, parce qu'on n'a pas forcément tout découvert, mais en tout cas c'est le plus ancien, c'est le tarot des Visconti Sforza. Je vous montre la petite boîte. La petite boîte qui a vécu, qui a souffert, comme vous pouvez le constater, puisque en fait c'est le premier jeu de tarot que je me suis acheté moi-même. Donc je vous laisse imaginer depuis combien de temps il est là. Donc c'est un tarot qui a été réalisé à Milan. C'est un tarot italien, comme son nom l'indique, puisqu'on sait que les Visconti et les Sforza étaient deux familles italiennes très influentes, notamment au XVe siècle, ça tombe bien, puisque c'est à cette époque-là que le jeu a été construit. Il en existe 3 éditions successives qui auraient été réalisées en 1428, 1441 et 1450. On les doit probablement à un artiste qui était très connu à l'époque, qui est Bonifacio Bembo, et ces jeux ont été réalisés pour célébrer différents événements, notamment le jeu de 1441 qui célébrait le mariage de Bianca Maria Visconti et de Francesco Sforza. Mariage qui consacrait donc l'alliance entre les deux familles les plus puissantes du nord de l'Italie. Donc ce sont des cartes de très grande taille, puisque à l'origine elles faisaient 175 cm sur 85. Je vous montre une carte originale. Donc celle-ci, elle nous vient du musée de Bergame, on en parlera. Donc elle représente celle-ci, je vais dirige vers la lumière, on essaie de capter. Elle représente le valet de denier. Alors si on compare avec le jeu tel qu'il a été réédité maintenant, parce que bon évidemment il a fallu faire un gros travail de restauration pour le rééditer, on voit que quand même il y a un très grand respect dans l'iconographie, dans la symbolique et dans la couleur. Je vous mets les deux l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte. La carte tombe. Voilà, donc on se retrouve finalement avec un jeu qui est très proche de la version originale. Donc ce sont des cartes qui sont de toute beauté. Alors, c'est l'un des jeux, on l'a dit, les plus anciens, et c'est aussi l'un des jeux les plus complets que l'on possède de cette époque, puisqu'en réalité, en combinant les différentes éditions qui existent, il ne manque que 4 cartes. C'est quand même relativement peu. Donc, à l'origine, il manque les arcanes du diable et de la maison Dieu parmi les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineures, il manque le 3 d'épée et les cavaliers de denier. Donc quand ces cartes ont été rééditées, elles ont été redessinées pour cette édition en s'inspirant d'autres jeux du même style et de la même époque et du travail d'artistes contemporains. Donc évidemment, aujourd'hui, les 74 cartes originales qui sont conservées n'appartiennent pas aux mêmes propriétaires, pour des raisons de conservation d'art et de diffusion du patrimoine. Elles ont été disséminées également à la suite de tout ce qui est vicissitudes commerciales historiques. Il y en a à New York, à la Piermont Morgan Library. Et évidemment, il y en a à l'Académie Carrara de Bergame, donc celle que je vous ai montrée notamment, elle y est conservée. Et dans une collection particulière qui appartient à la famille Coleoni, qui appartient elle aussi à Bergame. Il faut savoir que cette famille possédait jusqu'au début du XXe siècle l'intégralité du jeu, mais ce jeu a été par la suite divisé pour pouvoir être diffusé plus largement. Ce jeu a donc été créé pour un mariage. Pour cette raison, on va retrouver énormément d'iconographie en cette faveur. C'est-à-dire que les traits des personnages, notamment des personnages féminins, vont avoir un lien avec les mariés, avec les commanditaires. Ça paraît logique. Sachant qu'en plus au départ, ce jeu n'a pas été conçu pour la divination, puisque la divination par les tarots est apparue bien plus tard, mais qu'il a été conçu pour le jeu, tout simplement, pour le divertissement, d'un jeu qui ne s'appelait pas à l'origine le tarot, mais qui s'appelait le jeu des triomphes, le ludus triumphorum en latin, s'il vous plaît, dont les règles, malheureusement, n'ont pas été conservées aujourd'hui. On peut toutefois affirmer que la cartomancie ne faisait pas partie des pratiques que l'on faisait avec ce jeu.
Ces cartes ont une symbolique très particulière qui est liée à leur famille commanditaire. On va d'abord parler rapidement des arcanes mineurs et puis ensuite on détaillera une par une les arcanes majeures. Puisque ce jeu étant un jeu fondateur, il a inspiré tous les autres jeux, quasiment, qui ont découlé, dont le célèbre Tarot de Marseille, qui, rappelons-le, a été créé dans les années 1700, donc quelques siècles plus tard. Donc les arcanes mineures sont très basiques, puisqu'elles sont conçues sur le schéma traditionnel. On représente l'objet un certain nombre de fois. Donc pour l'as d'épée, on a par exemple une épée, n'est-ce pas? Logique. Pour le 2 d'épée, surprise, on a 2 épées. Et pour le 3 d'épée, je vous le donne en mille, on a... Tadam! 3 épées. Incroyable. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que ces cartes portent les devises des Visconti. Si on voit par exemple, on va regarder l'as d'épée en détail, je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que dans le ruban qui ceint l'épée, on peut lire la devise. Alors je vais vous la traduire. Ça veut dire à bon droit. On lit à bon droit, oui, un petit peu en quelque sorte. Il faut évidemment le mettre, l'actualiser et le mettre dans notre langue à nous, qui veut dire à bon droit. On retrouve également dans ce jeu les emblèmes de la famille Sforza, qui sont 3 anneaux entrelacés, mais on les retrouve avant tout dans les arcanes majeures, sur notamment les vêtements de certains personnages. Donc le dédicataire du jeu est probablement Francesco Sforza, le jeune marié, qui est devenu seigneur de Milan en 1450 grâce à son mariage avec Bianca Maria Visconti. Probablement, on pense que ce jeu donc, a été probablement dédié à cette personne, puisqu'il est de notoriété publique que Francesco Sforza aimait beaucoup les cartes de tarot, les cartes du jeu des triomphes. Donc il est fort probable qu'il ait commandé ce jeu comme une œuvre d'art, comme on commandait des tableaux ou des retables à cette époque, pour en quelque sorte célébrer son mariage. Les cartes sont toutes construites sur un schéma similaire, les cartes personnages notamment. C'est-à-dire qu'on a un fond, une trame, donc je vous reprends le valet de nuit. Si ça vous pouvez avoir une vision correcte. Apparemment oui. Bref, on a une trame de fond qui est faite à la feuille d'or, entièrement dorée à la feuille d'or. Voilà, la mise au point c'est formidable. Et on a un sol herbeux où le vert prédomine. Alors il faut savoir que le vert est une couleur extrêmement importante dans ce jeu. Alors évidemment l'herbe est verte, donc vous me direz c'est logique. Mais pourquoi avoir mis de l'herbe? Eh bien tout simplement pour symboliser la fécondité. La fécondité, évidemment, est une des vertus qu'on attend du mariage. Parce que quand on se marie, ce qu'on attend, notamment dans les grandes familles, c'est un héritier. Donc cette couleur verte, ici dans les cartes, était probablement due à une volonté d'attirer, si on veut, le bon œil sur la fécondité de la jeune mariée, pour l'inciter à avoir tout simplement un héritier pour la famille. Et on verra que ce vert se retrouve énormément tout au long de ce jeu. Donc voilà pour la présentation un petit peu historique, si on veut, du jeu. On va passer maintenant aux commentaires donc, des arcanes majeures. Donc on va clore cette première vidéo avant de passer à la seconde. Et puis je vais vous remercier déjà de m'avoir écouté. Et puis à tout de suite pour l'exploration des arcanes majeures.